L'exploration de l'océan profond a révélé une grande diversité de paysages et d'écosystèmes. Nous allons ici parler des ressources minérales que l'on y trouve, de la façon dont elles sont gérées et de l'actualité. Lorsqu'on parle des ressources minérales des grands fonds, on parle de 3 objets géologiques distincts associés à des écosystèmes différents. Tout d'abord, les nodules polymétalliques, qui se trouvent dans les plaines abyssales à des profondeurs allant de 4000 à 6000 mètres, et qui contiennent en particulier du manganèse, du cuivre, du nickel et du cobalt. Les amas sulfurés, qui sont situés le long des dorsales océaniques ou des bassins arrière-arcs, à des profondeurs de 1500 à 3000 mètres, et dont les métaux d'intérêt sont le cuivre, le zinc, l'or et l'argent. Enfin, les encroûtements cobaltifères, qui se trouvent sur les monts sous-marins à des profondeurs entre 800 et 2400 mètres, avec des métaux comme le cobalt, le platine, le tellure et le titane. Il est important de noter qu'il n'y a aujourd'hui aucune exploitation de ces ressources minérales profondes. Le niveau des connaissances de ces ressources est également très variable, et bien que des comparaisons soient parfois faites entre les ressources minérales terrestres et ces ressources marines, l'estimation de ces dernières est majoritairement basée sur des résultats de campagnes scientifiques et n'est que très rarement une estimation des ressources selon les standards de l'industrie minière. Ces comparaisons sont par conséquent à regarder avec beaucoup de précaution. Alors comment sont gérées ces ressources minérales ? Eh bien, cela dépend de leur localisation dans les espaces maritimes, qui sont codifiés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'on appelle la Convention. Ainsi, les ressources situées dans les zones économiques exclusives et les extensions du plateau continental, lorsque ces extensions existent, relèvent des juridictions nationales des pays concernés. C'est donc chaque pays qui décidera pour les ressources de sa ZEE, de leur protection ou de leur exploitation, et des modalités de celles-ci. Les ressources minérales qui se trouvent, elles, dans la zone, avec un Z majuscule, qui correspond au sol et au sous-sol marin au-delà des juridictions nationales, sont régies par l'Autorité internationale des fonds marins, ou AIFM, et sont considérées comme des patrimoines communs de l'humanité. Qu'est-ce que l'AIFM et comment fonctionne-t-elle ? L'AIFM est une organisation internationale créée en 1994 sous l'égide de l'ONU. Comme cette dernière, elle dispose d'une assemblée générale, regroupant tous ses membres, qui sont les États signataires de la Convention, à savoir aujourd'hui 169 pays et l'Union européenne. L'AIFM dispose également d'un conseil, dont la France fait partie, qui en est l'organe décisionnel, ainsi que d'un secrétariat. L'AIFM est dotée d'autres organes de gouvernance que je ne mentionnerai pas aujourd'hui. Les États-Unis n'ayant pas signé la Convention, ils n'en sont pas membres, mais suivent tout de même ses travaux en tant qu'observateurs. D'autres États, des ONG, des associations professionnelles sont aussi observateurs de l'AIFM. Son mandat est multiple, mais ses 2 piliers principaux sont l'organisation et la gestion des activités dans la zone, c'est-à-dire la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales qui s'y trouvent, ainsi que la protection et la préservation du milieu marin des impacts de ces activités. On note tout de suite dans ce mandat la tension entre ces 2 objectifs d'exploitation d'une part et de protection de l'autre. Depuis sa mise en place, l'AIFM a mis en place 3 règlements pour l'exploration des ressources minérales et travaille depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans sur la mise en place du règlement pour l'exploitation. Les questions liées aux ressources minérales et aux activités de l'AIFM suscitent un intérêt croissant qui s'illustre à la fois par le nombre de contrats d'exploration, qui a fortement augmenté ces dernières années, avec aujourd'hui 30 contrats d'exploration en vigueur, et par un nombre toujours plus important d'observateurs à l'AIFM, signe de l'intérêt du sujet et de l'importance que les parties prenantes accordent à leur participation et contribution aux discussions et travaux de l'AIFM. On se rend compte en regardant les détenteurs de ces contrats d'exploration que certains acteurs sont particulièrement actifs dans le domaine. Par exemple, la Chine et la Russie, pour ce qui concerne les États, et la société The Metals Company et GSR pour les acteurs privés. Au-delà de cet intérêt croissant, on note également une polarisation de plus en plus marquée entre les acteurs favorables à une exploitation rapide, qui justifie la nécessité de démarrer cette exploitation par un besoin urgent d'accès à des nouvelles ressources, en particulier pour réaliser la transition énergétique, mais aussi pour faire face à l'appauvrissement des gisements à terre. Cette urgence n'est cependant pas forcément fondée, comme le souligne l'European Academy Science Advisory Council dans un rapport de 2023, qui met en avant les questions liées à la maîtrise de la demande, du recyclage et de l'évolution des technologies pour remettre en cause ce discours. De l'autre côté, nous avons les acteurs favorables à la protection de l'environnement, ou à minima à une approche de précaution, tant que les lacunes de connaissances n'ont pas été comblées pour permettre des prises de décision qui soient éclairées par une meilleure compréhension de ces environnements et des impacts qu'aurait une exploitation. Ce besoin de connaissances porte à la fois sur les impacts sur ces écosystèmes, mais également sur l'impact que pourra avoir une dégradation de ces écosystèmes sur le fonctionnement global de l'océan. 32 pays ont aujourd'hui pris position en faveur d'une telle pause de précaution, d'un moratoire ou d'une interdiction comme la France, qui est le seul pays à défendre une position aussi tranchée. Au-delà des variations dans la terminologie, les motivations de ces pays peuvent également varier et sont le fruit de considérations politiques,
intérêt d'afficher une position forte en faveur de la protection de l'environnement, de considérations économiques, par exemple pour protéger ses propres intérêts liés à une activité minière terrestre au niveau national, et bien sûr, considérations environnementales. En France, au-delà de la position prise à l'échelle globale, la Polynésie a adopté un moratoire sur l'exploitation des ressources minérales dans sa ZEE, et la Nouvelle-Calédonie a également adopté un moratoire pour sa ZEE, couvrant lui l'exploitation et l'exploration, à l'exception des recherches scientifiques. D'un point de vue concret, que se passe-t-il aujourd'hui dans les zones où se trouvent ces ressources minérales? Pour ce qui concerne la zone, avec un grand Z, l'ensemble des contractants mettent en œuvre un programme d'exploration, avec donc des campagnes en mer, qui traitent de l'évaluation des ressources, de la connaissance de l'état initial de l'environnement, du développement des technologies d'extraction et de traitement des minerais, ainsi que de la formation de personnel de pays en développement. Parmi ces différents sujets, chaque contractant s'engage sur un programme d'exploration précis. Les faits marquants concernant les contractants les plus favorables à un démarrage rapide de l'exploitation sont en particulier les essais menés en 2022 par la société TMC, avec un test de collecte et de remontée de nodules dans le Pacifique, ainsi que leurs travaux relatifs au traitement métallurgique des nodules. D'autres contractants prévoient ou ont déjà mené des tests de collecte de nodules. C'est le cas du contractant belge, GSR, avec un test mené en 2021, et de 2 contractants chinois qui prévoient eux des tests de collecte en 2025 sur leurs contrats d'exploration respectifs dans le Pacifique. La volonté de ces acteurs d'avancer rapidement vers une exploitation se heurte cependant aux questions relatives à l'environnement, ainsi qu'aux protestations des ONG, comme ce fut le cas lors d'une campagne de 2023 de la société TMC, au cours de laquelle le navire de Greenpeace est venu protester contre une future exploitation. Pour ce qui concerne les ZEE, même si, comme pour la zone, aucune exploitation n'a démarré, certains pays ont accordé des licences d'exploration, c'est le cas notamment des îles Cook. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une licence d'exploitation avait été accordée dans la ZEE, mais l'entreprise a fait faillite avant de démarrer cette exploitation. Après des années sans activité, leur repreneur a relancé en 2024 son activité d'exploration, suscitant de nombreuses protestations d'acteurs qui demandaient auprès du gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée l'annulation de ce permis d'exploitation. Autre exemple, le Japon, qui est actif dans la zone, mais l'est également dans sa ZEE, puisque depuis 2017, ont eu lieu des essais d'extraction sur des sulfures ainsi que des encroûtements. Enfin, à l'échelle européenne, il convient de signaler l'activité d'exploration menée par le gouvernement norvégien dans sa ZEE et le processus d'attribution de licences d'exploration initié par ce dernier, qui visait l'attribution des premières licences dès 2025. La coalition au pouvoir a cependant subi un récent revers et a dû accepter une pause de 12 mois dans ce processus, suite à des négociations avec d'autres parties. La question des ressources minérales est donc un sujet au cœur de l'actualité, qui englobe des enjeux environnementaux, économiques, géopolitiques, mais également sociétaux.